Donc, ici, on va faire une petite capsule vidéo. Maintenant, on va parler des fonctions de guidage. Mais avant de parler des fonctions de guidage, je veux qu'on fasse un petit retour sur les caractéristiques des liaisons. Parce qu'un guidage, ça va être un type de liaison, une liaison qu'on va dire partielle. Mais bon, on va aller plus en profondeur avant qu'on revienne sur nos caractéristiques de liaison. Si je veux caractériser la liaison ici de mon crayon, on voit, j'ai un crayon, un surligneur bien traditionnel, avec un capuchon que je peux enlever. OK? Donc, mes caractéristiques. Premièrement, on le sait que cette liaison-là va être, si on regarde la première paire, on parle d'une liaison qui est soit directe ou indirecte. Alors, on est d'accord que c'est direct, je n'ai pas de vis, je n'ai pas de clou, je n'ai pas de colle, je n'ai pas d'organe de liaison. C'est directement mon capuchon et mon crayon. Ensuite, on est d'accord que c'est rigide, il n'y a pas de déformation possible, ils tiennent ensemble, il n'y a pas de déformation. Ensuite, la liaison est démontable, je peux l'enlever, je peux le remettre, donc démontable, on n'a pas de problème avec ça. Et aussi, la liaison est partielle. Pourquoi? Ben, j'ai un mouvement possible, mon dessus, là, je vais agrandir ma caméra, mon dessus, là, je peux le tourner par rapport à mon crayon. Donc, il y a un mouvement possible entre mes deux pièces. Donc ici, on a une liaison qui est donc, si on résume tout ça, on a une liaison directe, rigide, démontable et partielle. Donc ça, c'est les 4 caractéristiques de ma liaison. Mais lorsque j'ai une liaison partielle, je vais avoir un guidage. Donc, lorsque j'ai un mouvement et qu'il y a un guidage entre les deux pièces, on va dire que j'ai un organe de liaison. Mais l'organe de liaison, ben pas obligatoirement d'avoir un organe de liaison, mais certains organes de liaison vont servir de guidage, d'autres, ça va être les pièces, tout simplement comme ces deux-là, il y a un guidage possible. Et ça, on va aller aux pages 204 de votre cahier, si vous voulez suivre en même temps. Ah, 203, j'ai rien. À la page 203 de votre cahier. Donc, lorsque je regarde un guidage, j'ai au total 3 types de guidage possibles. OK? J'ai un guidage en translation. Ça, un guidage en translation, c'est lorsque j'ai la possibilité d'avoir des degrés de liberté en translation. Donc là, il faut se rappeler qu'on a des degrés de liberté. Donc, si j'ai des degrés de liberté en translation, j'ai pas le choix d'avoir, d'une certaine façon ou d'une autre, un certain guidage en translation. Parce que si je n'ai aucun guidage, ça veut dire que mon crayon, il peut bouger n'importe comment. Mais si mon crayon, il est pris sur une raille, par exemple, là, il peut juste aller de gauche à droite. Et là, je peux reprendre l'exemple que j'ai donné à certains d'une imprimante 3D, par exemple. Si je regarde ici, la buse, elle a un guidage en translation parce que mes petites roues, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles tournent sur le rail, juste ici. Donc, ce rail-là, il sert à quoi? Il sert à guider ma buse. Comme ça, ma buse, elle ne va pas n'importe où. Elle a un guidage en translation. Elle est obligée d'aller dans ces sens-là. Même chose pour le rail au complet ici qui vient tourner, donc qui est guidé en rotation par les rails sur le côté ici. Donc, on voit réellement que ici, j'ai un guidage en translation de mes roues sur ça ici, sur ma barre transversale, mais j'ai aussi un deuxième guidage sur ma barre horizontale en translation, encore une fois. Donc, ça, c'est un bon exemple de guidage de translation. Sinon, on a aussi des guidages en rotation. Ça, les guidages en rotation, ça va quand même bien. C'est lorsque, par exemple, j'ai un clou, un cadre de porte, par exemple. C'est que j'ai une pièce qui me permet une rotation par rapport à l'autre. Encore une fois, je réutilise un exemple que certains je leur ai déjà donné, un casque d'écoute. Cette fois-là, je vais agrandir. Une caisse d'écoute, je peux prendre mon écouteur sur le côté et faire une rotation. Pourquoi je peux faire ça? C'est parce qu'à l'intérieur, ici, j'ai mes deux pièces qui sont, disons que ça c'est ma première pièce, j'ai ma deuxième pièce, et là, j'ai passé une vis entre tout ça. Donc, j'ai passé une vis qui permet de tourner une pièce par rapport à l'autre. Une vis, ça peut être un écrou, il y a plein de choses possibles. Ça peut juste être une petite barre de métal. Je vais juste mettre une petite barre de métal, c'est tout, puis j'aplatis les côtés. Donc, ça, on peut juste faire ça. Il y a plein de méthodes. Mais ici, ça me donne un guidage parce que ma deuxième pièce, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? C'est qu'elle tourne autour de cette petite vis-là, ou ici, dans certains cas, on va dire un clou, ce petit guide-là. Donc,
Ça me permet d'avoir une rotation de cette façon-là. Mais encore une fois, c'est la même chose pour une rotation de ce type-là. C'est exactement le même principe. J'ai des petits morceaux de plastique qui rentrent dans mon écouteur sur chacun des côtés. Donc j'ai des petits trous, petits morceaux de plastique qui viennent se rentrer dans les petits trous et ça me permet d'avoir une rotation. Donc ça, c'est un guidage en rotation. Okay? Et dernièrement, un autre guidage possible, c'est avec le guidage hélicoïdal. Et celui-là, je le sais qu'il va avoir des erreurs par rapport à celui-là parce qu'il est plus complexe. Okay? Ben, il n'est pas plus complexe, mais par définition, on se dit souvent hélicoïdal, c'est rotation et translation. Donc, si mon guidage me permet de tourner et d'avancer, certains vont se dire que c'est un guidage hélicoïdal. Sauf que ce ne sera pas vrai. Okay? Un guidage peut être de rotation et de translation sans être hélicoïdal. Okay? Hélicoïdal, ça veut dire comme une vis. Ma vis, non. Si je veux la visser dans le mur, disons que j'essaie que je visse dans mon mur. Okay, je ne vais pas visser dans mon mur pour rien, là. Mais disons que je décide de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre mon tournevis. C'est quand je tourne avec mon tournevis que ça va entrer dans mon mur. Je ne peux pas juste pousser ma vis dans le mur, là. Pour qu'elle avance dans mon mur, elle doit tourner en même temps. Un va obligatoirement avec l'autre. Ça, c'est hélicoïdal. Si je prends plutôt un clou, OK? Puis disons que pour une raison ou une autre, mon clou, je l'accroche avec une pince puis je le fais tourner. Mon clou dans le mur, je peux le faire avancer et sortir sans problème. Puis lorsque je prends une pince, mais je peux le faire tourner. Ça, c'est pas un mouvement hélicoïdal. C'est un mouvement de rotation et un mouvement de translation. Hélicoïdal, c'est lorsque les deux sont pris un avec l'autre. OK? Donc, le meilleur exemple, c'est une vis. Une vis, la vis, pour avancer, elle n'a pas le choix de tourner. OK? Ça, c'est réellement hélicoïdal. OK? Donc, ça, il faut vraiment il ne faut vraiment pas faire d'erreur avec ça. C'est vraiment hélicoïdal, c'est pour avancer, il doit avoir une rotation, ou pour tourner, il doit avancer. OK? C'est les deux sont liés ensemble. Si je peux avancer sans tourner, ou si je peux tourner sans avancer ou reculer, là, j'ai vraiment les deux guidages. J'ai un guidage en rotation et en translation, mais pas un hélicoïdal. C'est pas exactement pareil. Parce que oui, je peux avoir les deux guidages séparément si ma pièce peut faire les deux. OK? Donc, ça, c'est pour les différents types de guidage. Donc, j'en ai trois. Je rappelle, translation, donc c'est des mouvements de translation, exemple de gauche à droite. Rotation, c'est pour tout ce qui tourne. Tout ce qui tourne, c'est un guidage de rotation. Et le guidage, c'est lorsque j'ai un mouvement qui avance et qui tourne en même temps. OK? Donc, si vous avez, par exemple, un objet qui peut tourner et qui peut avancer, dans ce cas-là, vous allez dire qu'il y a les deux formes de guidage. Okay? Souvent, ça va être deux pièces différentes qui vont permettre de faire chacun des guidages. Pas tout le temps, mais souvent, là, c'est deux pièces qui font ça. On va analyser plus en profondeur plus tard quand on va faire les schémas de construction et les schémas de principe. Mais pour là, l'important, c'est de comprendre les différents types de guidage. Maintenant, comment on les représente? On a des beaux petits symboles. Des beaux petits symboles que vous avez déjà vus, qu'on a déjà vu dans le chapitre 12, que vous avez déjà vu en secondaire 3. Ça, c'est plate à dire, mais il va falloir les apprendre. Il faut les connaître, il faut être capable de dessiner ces petits symboles-là. Donc, lorsque j'ai un guidage en translation, j'ai ce petit symbole ici. Lorsque j'ai un guidage en rotation, j'ai celui-là ici. Et lorsque j'en ai un hélicoïdal, j'ai un petit truc. Celui-là en rotation, mes petites barres empêchent la barre centrale d'aller de gauche à droite. Donc, le seul mouvement possible, c'est en rotation. Celui-là ici, ma barre, le diagonal, il représente le fait que je ne peux pas tourner, que je peux seulement aller de gauche à droite. Et hélicoïdal, ben là, il n'y a aucune restriction, j'ai aucune barre au centre. Donc, c'est un petit peu une petite méthode de le savoir. Si j'ai aucune barre, ça veut dire que j'ai tout simplement tous les mouvements possibles. Si j'ai des petits bloqueurs des deux côtés, c'est une rotation seulement, parce que je ne peux pas me tasser d'un côté à l'autre. Et ce dernier ici, qui est comme un petit peu moins clair, ben c'est le translation, parce que j'empêche la rotation avec ma barre diagonale. Des petits trucs que vous pouvez avoir. Donc, on a ça. Lorsque j'ai des fonctions de guidage, j'ai aussi des phénomènes qui vont s'appeler de frottement ou d'adhérence. OK? Le frottement, là, ça, on est bon avec ça. On le connaît, on sait c'est quoi le frottement. C'est lorsque j'ai une force qui m'empêche ou qui ralentit ou qui rend plus dur un certain travail. Par exemple, bouger mon meuble d'ordinateur en ce moment, s'il y a du frottement, il ne glisse pas super bien. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a du frottement. On va le repousser, on va le remettre à sa place.
Donc ça, c'est le frottement. Mais l'adhérence. L'adhérence, souvent, on confond le frottement et l'adhérence, puis ça, c'est la fonction des deux est très différente. Le frottement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous ralentit. OK? Le frottement, il vous ralentit, il vous empêche, il rend plus difficile un travail. Tandis que l'adhérence, elle, c'est l'opposé. C'est ce qui permet un travail. Pourquoi est-ce que votre voiture, quand on pèse sur la pédale d'accélération, quand on pèse sur le gaz, pourquoi est-ce que ça l'avance? Pourquoi est-ce que ça ne fait pas juste tourner dans le vide? Oui, c'est à cause, on peut dire, du frottement, mais le bon terme, ça va être l'adhérence. L'adhérence, c'est, on peut le lire ici, puis vous pouvez le souligner, c'est le phénomène qui se manifeste lorsque deux surfaces ont tendance à rester collées. Ça s'oppose au glissement. Mais c'est ça qu'on veut. On veut que ça s'oppose au glissement. On ne veut pas que mes roues tournent dans le vide. Je veux que ça avance. Donc, si je veux que ça avance, c'est de l'adhérence. Si je fais de l'escalade, lorsque je mets mon pied là, pour m'accrocher sur une roche, là, ce que je fais, là, je veux qu'il y ait de l'adhérence entre mon pied et la roche. Je veux pas que ça glisse. Donc, c'est ça. Là, c'est l'adhérence. C'est ça que je veux. Le frottement, c'est lorsque je tire un bureau ou je tire quelque chose, puis là, ça me ralentit, puis ça me prend plus d'énergie, hein. Ça s'oppose au mouvement. OK? Donc, si on résume, l'adhérence, ça me permet un mouvement, ça me permet aux deux surfaces de coller, tandis que le frottement, c'est la force qui arrive lorsque je m'oppose à un mouvement. OK? Donc, j'ai un mouvement, puis là, la force qui empêche mon mouvement, ou qui le ralentit, ou qui le rend plus dur, ça, c'est le frottement. Mais la force qui permet le mouvement, ou qui me permet de travailler, ou qui permet à mes choses de coller ensemble, ça, c'est l'adhérence. OK? Petite distinction, mais c'est ça. Il va falloir faire attention d'utiliser le bon terme. Donc, maintenant, là, il y a plusieurs facteurs qui me permettent de déterminer, qui me permettent d'affecter la force de frottement ou la force ou l'adhérence. OK? Donc, pour les facteurs, dans les deux cas, les facteurs vont très, très, très beaucoup se ressembler. C'est même les mêmes. OK? Donc, ici, premièrement, la nature des matériaux. Si j'essaie d'avancer ma voiture sur de la glace, on est d'accord que l'adhérence va être plus faible que si je suis sur de la belle asphalte neuve. On est d'accord? Donc, dépendant, j'ai quelle substance, ça va avoir une adhérence différente. Si j'ai du lubrifiant aussi, si, exemple, j'essaie de monter, encore une fois, la montagne, là, mes mains, mais je mets plein d'huile ou de la graisse sur mes mains. On est d'accord que c'est plus difficile de s'agripper. OK? Donc, l'adhérence est plus faible. Ensuite, la température. Vous avez peut-être déjà vu lorsqu'il y a des courses de dragster ou quoi que ce soit, ils partent en arrière de la ligne ils sont souvent plus loin de la ligne. Par exemple, la ligne de départ est là, là. Ils partent ici, là. Puis ils font tourner leurs pneus dans le vide, puis ils font brûler un petit peu la couche extérieure du pneu. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est qu'ils se réchauffent. Ils réchauffent la couche extérieure du pneu. Pourquoi? Parce que l'adhérence va être plus forte. Donc, lorsque la température est plus élevée, l'adhérence entre les surfaces est plus forte. Parfait. Donc, ils en profitent. Eux, leur but, c'est qu'il y ait le moins de glissement possible. À la puissance que ces voitures de dragster-là ont, on ne veut pas que les pneus tournent dans le vide. Le but, c'est que toute l'énergie qu'on envoie dans les pneus pour qu'il y ait une rotation est pour avancer, hein. Donc, on va venir, tu sais ça, tourner un petit peu dans le vide nos roues pour augmenter la température, donc augmenter l'adhérence. Ensuite, la force perpendiculaire sur une surface, on avait fait un laboratoire là-dessus. Donc, si on se souvient, lorsque, on peut prendre juste un exemple d'une voiture. Si la voiture, elle est super légère, elle va moins tenir au sol, puis elle va plus avoir de possibilités de glisser. Tandis que si je suis lourd, je tiens plus au sol et je vais plus avancer. C'est le même principe que dans le frottement. Le frottement, on se souvient, notre bloc, on avait mis des petites masses dessus. Lorsque j'avais des masses sur le bloc, ça me prenait une plus grande force pour le tirer. Donc, c'est encore une fois le même principe. Plus ma force perpendiculaire, ma force normale, qu'on va dire, est grande, plus l'adhérence va augmenter. Même chose pour le frottement. Et ensuite, la dimension des surfaces. Ça, on ne l'avait pas vu en tant que tel, mais ça, vous le savez. Si j'ai une très grande surface, là, l'adhérence va être plus grande. Donc, c'est pour ça que si vous avez sûrement déjà vu des voitures qui n'ont pas toutes la même grosseur de pneus aussi, là. Certaines voitures ou des tracteurs ont des très gros pneus. Pourquoi? Augmente la surface de contact. Si j'ai plus de place pour qu'ils touchent le sol, je vais avoir une plus grande adhérence. OK? Donc, ici,
On a la définition de frottement. Maintenant, si on veut diminuer le frottement, ce qu'on va utiliser, on va utiliser des lubrifiants. Comme on disait tantôt, là, les lubrifiants, ça affecte l'adhérence. Ça va aussi affecter le frottement. Lorsque j'utilise un lubrifiant, je fais quoi? Je viens aider, mais je viens diminuer les forces de frottement. Donc, je viens aider mon mouvement. Je vais avoir un mouvement plus facile. Et c'est ça, je ne vous demanderai pas d'apprendre par cœur des exemples, ni les formes de lubrifiants. L'important, c'est vous sachiez c'est quoi le travail, c'est quoi le. Ça sert à quoi ces choses-là, là? C'est ça.